Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne pour suivre ce magazine aujourd'hui qui va prendre de la hauteur avec un invité de marque qui nous a fait plaisir de nous recevoir dans ce beau cadre que vous constatez. Il est amoureux de l'art, mais du beau et du bien. C'est le DG de l'ENA, M. Tombola Mouké. Monsieur le DG, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le lundi, nous avons assisté à la cérémonie officielle de vernissage de cet ouvrage Inflexion. Inflexion est la revue scientifique de l'École nationale d'administration ENA-RDC. Elle est une revue bilingue créée le 3 février 2025 à travers 2 numéros par an. Inflexion publie des articles originaux des standards internationaux permettant une meilleure compréhension des phénomènes administratifs, économiques, sociaux avec une attention particulière au contexte congolais et africain en vue de contribuer à améliorer les pratiques de gouvernance et de gestion. Voilà. Alors, monsieur le DG, est-ce que je vais bien présenter cet ouvrage parce que c'est tellement scientifique? Oui, vous avez tout dit. J'ai tout dit, mais c'est à vous de nous expliquer pourquoi avoir mis en place cet ouvrage. Inflexion. Et vous parlez penser l'action publique, une revue scientifique pour accompagner les transformations de l'État congolais. Comment faire pour accompagner réellement les transformations de l'État congolais? Merci de m'avoir invité déjà. La question est pertinente et tombe à point nommé. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a publié hier les premiers numéros, volume 1 de la revue scientifique de l'École nationale d'administration dénommée Inflexion. Il faut commencer par dire que la production du savoir et la diffusion du savoir font partie de nos missions réglementaires. L'ENA, l'École nationale d'administration, a été créée précisément pour cela, pour d'abord former des hauts fonctionnaires, des serviteurs de l'État, qui sont appelés, au terme de leur formation dispensée par l'ENA, à aider à renforcer, à améliorer l'efficacité de l'État, à servir l'État avec compétence, patriotisme et intégrité. Au-delà de cette mission de formation, nous avons aussi une mission de production du savoir, de diffusion du savoir. C'est en réponse à cette mission réglementaire que cette revue a été mise en place pour accompagner l'action publique, pour éclairer l'agir collectif. Il est évident que, je citerai Paul-Anthony Samuelson, c'est un prix Nobel d'économie, qui disait qu'il faut que tout passe d'abord par le fictif, c'est-à-dire par l'imaginaire des savants. La société, il faut d'abord la penser avant de penser ses plaies. C'est ce que disait également son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou hier, lors du vernissage. Il disait qu'il faut que la réflexion précède l'action. C'est dans ces cadres-là que la revue a été mise en place. Maintenant, pour revenir à votre question, notre école ambitionne, c'est d'ailleurs la vision portée par notre plan stratégique 2025-2027, reformer l'ENA pour reformer l'État. C'est la ligne de réforme que nous a fixée l'autorité des tutelles. L'ambition, c'est contribuer à transformer l'appareil administratif de l'État et donc, par ricochet, à transformer l'État. Cette transformation passe d'abord par la formation, les femmes et les hommes que nous formons ici. Il faut des hommes de qualité si nous voulons avoir des institutions de qualité. Les institutions ne valent que ce que veulent les hommes qui les incarnent. Si nous voulons des institutions de qualité, il faut des hommes de qualité. Ces hommes de qualité, il faut les former. C'est la mission que remplit l'École nationale d'administration. Maintenant,
cette mission, il faut la continuer et cette revue prolonge notre mission de formation à travers la diffusion de savoirs pertinents, utiles à l'agir collectif, à l'action publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le disait hier également, qu'il faut désormais que l'action politique, que l'action publique s'effondre sur les lumières de la science, se laisse éclairer par les lumières de la science. C'est à cette ambition que nous avons voulu répondre à sa demande. Hein. Par ailleurs, il faut le rappeler, quand on a commencé notre mandat à la tête de l'ENA, il nous a reçus et à cette occasion, c'était le 30 décembre 2024, à cette occasion, il nous a clairement encouragé, nous a instruit de mettre en place, conformément à nos missions réglementaires, de mettre en place une revue scientifique pour les raisons que je viens d'évoquer. Une revue scientifique pour des raisons que vous venez de présenter magistralement. Mais comment impacter positivement la pensée collective avec cet ouvrage lorsqu'on sait que quand on parle de science, il faut la hauteur, il faut avoir les niveaux des quotients intellectuels voulus pour réellement appréhender ce qui est produit comme article par des scientifiques. Pensez-vous que ça va vraiment impacter l'action publique? Oui, je n'ai pas de doute là-dessus. Avant même l'action, que ça pourrait impacter notre imaginaire collectif. C'est les points de départ, je pense, de la démarche. La réflexion qui est produite dans le cadre de cette revue, Inflexion, devrait d'abord aider à alimenter notre imaginaire collectif, notre compréhension de l'État. L'État d'abord comme étincelle immatérielle, comme ethos, comme politère, l'État comme esprit, comme âme. Il faut le forger. Et ça se forge par la réflexion. Et puis ça s'incruste dans l'imaginaire collectif. C'est la première étape de la démarche. Et je n'ai pas de doute que Inflexion y parviendra. Ensuite, comme vous le disiez, ça doit impacter maintenant l'action publique. Ça, c'est l'État comme structure, l'État comme Léviathan, l'État comme service public. Et c'est le vœu qui est formé. La réflexion, il faut d'abord la produire. Avant de savoir est-ce qu'il y aura une appropriation ou pas, est-ce qu'elle sera diffusée ou pas, il faut d'abord la produire. La corrélation est réelle entre la production des idées et les développements économiques. Si vous regardez tous les pays développés dans le monde, c'est en même temps des pays qui ont la plus grande production d'idées. Mais cela ne surprend pas. Parce que les idées, c'est ce que disent les économistes, les idées ont des rendements d'échelle croissants. Ça veut dire que la production, il y a une forme d'élasticité de la production économique, à la production des idées. La croissance économique dans un État dépend dans une grande mesure de la production des idées au sein de cet État. Et lorsqu'on produit une idée, son influence, son impact sur la production économique est plus que proportionnel. C'est ça le sens de rendement d'échelle croissant. Donc, il faut déjà commencer par le produire. Et ça doit être des savoirs pertinents. Et cette revue produit des savoirs pertinents. Les mécanismes qui ont été mis en place, la rigueur en termes de validation des articles, on en parlera peut-être, en double aveugle, et la qualité de notre conseil scientifique garantissent que les savoirs qui sont produits, les articles qui sont retenus pour publication dans cette revue, que c'est des articles pertinents pour l'action publique. Et de fil en aiguille, pour aider à la croissance économique à long terme. Le lien étant fait et faisant par ailleurs l'unanimité à ce jour, je n'ai pas de doute que nous allons y arriver. Les articles rédigés
sont basés sur le fait réel ou sur des innovations. Oui, tout à fait. Et dans cette optique-là, les innovations doivent être mises à la place publique pour Bien permettre aux gouvernants de pouvoir diriger, prendre des décisions avec l'éclairage voulu. Bien sûr. Mais cette fois-ci, est-ce qu'il y aura des symposiums, il y aura des conférences pour accroître l'action des inflexions? Est-ce que ça va rester aux bibliothèques de l'ENA? Et ça me rappelle ces passages des Écritures saintes, hein, de la Bible. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Effectivement, vous avez raison. Cette revue n'est pas publiée pour rester dans nos tiroirs, dans nos armoires. Cette revue scientifique Inflexion est publiée pour voyager, pour atteindre les décideurs, pour atteindre l'opinion nationale, pour éclairer évidemment ceux qui dirigent, mais aussi éclairer ceux qui sont dans le domaine de la recherche. C'est des intrants pour eux pour proposer d'autres réflexions. Et dans ces cadres-là, il y a une série d'actions que nous avons prévues pour vulgariser les savoirs qui sont contenus dans ces premiers numéros. On fera la même chose pour le prochain numéro. Comme vous l'avez rappelé en introduction, c'est 2 numéros qui seront publiés par année. La première chose, c'était déjà cette cérémonie de vernissage qui a eu lieu hier. Nous avons eu l'honneur que cette cérémonie soit présidée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, et un peu les parrains. C'est lui qui a demandé que cette revue soit mise en place. Ces vernissages, c'est une première occasion de vulgarisation pour que l'opinion nationale et internationale soit informée de l'apparition désormais de la revue, des numéros de la revue Inflexion. Il y a cette émission aussi, ça participe au même objectif. Ensuite, oui, nous avons prévu des conférences. Il y aura des conférences de vulgarisation, des plateaux aussi. Les auteurs eux-mêmes pourront participer pour expliquer les réflexions qui sont produites. Nous avons également l'intention de mettre à disposition de manière officielle ces premiers numéros via l'autorité de tutelle à toutes les autorités du pays pour qu'ils s'en imprègnent et les autorités, leurs collaborateurs et voir qu'est-ce qu'on peut y puiser. Et il y a déjà dans ces cadres-là un premier article, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, mais il y a un en particulier qui intéresse les secteurs de la fonction publique sur la promotion des mécanismes alternatifs de règlement de différends au sein de la fonction publique congolaise. L'autorité hier a montré un grand intérêt pour cette réflexion qui touche directement à l'action qu'il mène, et on fera de même, certainement. Il y a d'autres réflexions contenues dans ces premiers numéros auxquelles d'autres autorités seront sensibles également. Maintenant, comme vous l'avez dit, on doit se rassurer que ces premiers numéros voyagent jusqu'à atteindre tous les publics cibles. Et on va y veiller. Alors, monsieur le DG, les articles rédigés qu'on ne concerne pas seulement que l'administration publique, la fonction publique, mais c'est transversal. Exactement, c'est une revue interdisciplinaire. Je vous ai rappelé la ligne de réforme qui nous a été tracée, réformer l'ENA pour réformer l'État. On a voulu que la revue soit au carrefour entre l'académique et la pratique administrative au sens large, donc qui concerne l'ensemble du fonctionnement de l'État. C'est tout le projet qui est porté par ces plans stratégiques 2025-2027, réformer l'ENA pour réformer l'État. D'où l'importance d'ouvrir cette revue à des contributions de plusieurs disciplines, mais qui convergent toutes vers la gouvernance publique. Parce que l'objectif, en définitive, c'est cela, contribuer à renforcer la gouvernance publique.
et à renforcer l'efficacité de l'État. Et quel est l'apport des énarques dans la rédaction de cet ouvrage, des hautes factures scientifiques? Est-ce qu'ils auront apporté leur touche, les élèves de l'ENA, ou on va faire toujours appel à l'expertise de professeurs congolais et étrangers? Oui, la question est pertinente. C'est vrai que les élèves de l'ENA ne sont pas formés pour devenir chercheurs. Après, ils peuvent, certains deviennent chercheurs. Ils sont formés pour être déployés au sein de l'appareil de l'État pour aider à moderniser celui-ci. Mais heureusement, et c'est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer, heureusement, plusieurs ont choisi de combiner le travail qu'ils font au sein de l'administration avec la recherche scientifique. Et la première bonne nouvelle, c'est que le directeur de rédaction de la revue Inflexion est un ancien de l'ENA, RDC, de la deuxième promotion, la promotion Laurent-Désiré Kabila, le professeur Joël Baraka. Il est aujourd'hui professeur à l'Université catholique de Louvain. C'est lui le directeur de la revue Inflexion. Et au sein de son comité scientifique, il y a beaucoup d'autres énarques. Le secrétaire de rédaction de la revue, c'est un ancien de l'ENA aussi, de la première promotion, Patrice Emery Lumumba, M. Henri Mikiti, Mpanda, et beaucoup d'autres. Professeur Marina Mavungu, qui est économiste à la Banque mondiale à Washington, ancienne élève de l'ENA, de la promotion Patrice Emery Lumumba également. Professeur Kilele, professeur de droit, ici au pays, ancien élève de l'ENA, deuxième promotion, qui est également membre du conseil scientifique. Donc voilà, ils sont nombreux au sein du conseil scientifique. Et pour vous dire que la revue, en réalité, est portée par les anciens de l'ENA, qui, comme nous, ne se contentent pas de ces premières missions qu'il nous a assignées à l'école, la mission de formation, la mise à disposition de l'État d'un vivier de hauts fonctionnaires compétents, de serviteurs de l'État, qui ont une grande foi républicaine, mais qui, comme nous, ont fait le choix de prolonger cette mission à la production du savoir et à la diffusion du savoir. Dans ce même cadre, je suis heureux de vous informer que parmi les 8 articles retenus dans ces premiers numéros, il y a un qui a été proposé par un ancien de l'ENA, M. Olivier Moulekou. C'est d'ailleurs l'article dont je parlais tout à l'heure sur les mécanismes, la promotion des mécanismes alternatifs de règlement des différends administratifs au sein de la fonction publique congolaise. Voilà, donc on est doublement honoré déjà de mettre à disposition cette revue, ensuite que les anciens de l'ENA portent la revue. La revue, elle est ouverte. Même les élèves en cours de formation peuvent aussi soumettre leur manuscrit. Ce n'est pas exclu qu'un élève soumette un manuscrit. S'il est retenu, s'il passe toutes les étapes de validation, il sera publié. Et je suis sûr, puisque comme vous le savez, nos élèves rédigent dans le cadre de leur formation un essai des politiques publiques. C'est une des exigences de leur formation pour valider leur formation. Je suis sûr, la revue est arrivée, ils avaient déjà majoritairement défendu leur travail des politiques publiques. Je suis sûr que pour la promotion suivante, même la promotion qui termine, qu'après, les réflexions qu'ils ont formulées seront transformées, coulées en articles et seront soumises pour publication dans Inflexion. On s'y attend pour le prochain numéro. Bravo. Mais on constate que les conseils scientifiques est constitué d'éminentes personnalités qui ne sont pas qu'au Congo. Ils sont en RDC, mais aussi ailleurs. Tout à fait. Et comment constituer les conseils de rédaction pour la rédaction de cet ouvrage? Comment vous avez procédé? Alors, il faut commencer par dire qu'on voulait que la revue soit vraiment aux standards internationaux.
ça, ça contribue à renforcer l'image du pays aussi, hein, euh, comme pôle moule de laboratoire de réflexion. Je n'y reviendrai pas sur le lien que je vous faisais tout à l'heure entre la production des idées au sein d'un pays et développement économique. Donc on a tenu, on ne voulait pas que ce soit une revue, que ce soit une sorte de mascarade, un simulacre des revues scientifiques. C'est une vraie revue scientifique qui est au standard, qui a un comité scientifique, qui a un comité de lecture, qui a une charte éditoriale. Et les processus de validation des manuscrits soumis est extrêmement exigeant, rigoureux. C'est une validation en double aveugle. Ça veut dire que les lecteurs, quand ils relient votre manuscrit, ne savent pas qu'il a soumis. Et l'autre lecteur non plus ne sait pas qu'il a soumis et qui d'autre le relie. Donc c'est vraiment en double aveugle. Ça garantit la qualité des papiers qui sont publiés. Et pour ce faire, il fallait un comité scientifique de qualité, d'experts, de chevronnés de la recherche. C'est ce qui a été fait avec le directeur de la rédaction, directeur de rédaction de la revue. On s'est employé à constituer, avec l'appui aussi de nos partenaires, en particulier l'Institut Egmont de Belgique, qui nous a aidé à mobiliser un éminent chercheur de l'Institut, qui est membre du conseil scientifique. Il y a l'Université Senghor d'Alexandrie également. On a mobilisé un chercheur également de renom au sein de ce conseil scientifique et beaucoup d'autres, dont certains sont comme le professeur Mouchanos de Belgique, qui est un des experts de la RDC. Il a beaucoup écrit sur la RDC. Et donc, qu'il soit au niveau du conseil scientifique, c'est aussi une garantie de qualité de manuscrit. Il travaille beaucoup sur les questions de l'administration publique. Et donc, il constitue un filtre important pour les articles qui sont publiés dans ces domaines. Donc voilà, c'est vraiment pour donner la chance à la revue de rayonner, y compris à l'international, qu'on a été exigeant dans la constitution de ces conseils scientifiques, mais aussi on voulait démontrer cette ouverture de la revue. C'est une revue bilingue, vous l'avez rappelé, c'est une revue qui se veut aux dimensions internationales. Et cette ouverture doit commencer par la composition du conseil scientifique. C'est comme ça qu'il est ouvert. Il y a même un professeur il y a même un membre qui est professeur au Canada, qui est canadien. Il y a aussi des Camerounais. Bien sûr, il y a un Camerounais, il y a un Camara de l'université Senghor d'Alexandrie, il y a un professeur de l'UQAM au Canada, il y a 2 de la Belgique. Voilà, c'est une équipe de chevronnés. Une équipe de chevronnés. Inflexion marque une rupture avec le passé. La science prend les dessus pour orienter l'action publique, les politiques publiques en RDC. On peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. C'est même le sens de ce nom, inflexion. Inflexion en mathématiques, moi j'ai fait un peu de mathématiques. En mathématiques, en géométrie, on parle de point d'inflexion. Quand vous dessinez une courbe sur un plan et le point où la courbe change de trajectoire, change de concavité comme on dit, ces points s'appellent points d'inflexion. C'est un point de rupture. Même dans le domaine des politiques publiques, quand on change de fusil d'épaule, on change de trajectoire, on parle également d'inflexion. Et ça a été théorisé, hein, le concept d'inflexion, par d'éminents chercheurs. Vous avez totalement raison, ça marque son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de la Fonction publique, le rappelait hier encore, qu'effectivement c'est une rupture pour dire que désormais, nous voulons nous laisser éclairer par les lumières de la science. Que nous voulons une action publique fondée sur des évidences empiriques, sur des données probantes. Et
Inflexion offre ces évidences, ces données probantes sur lesquelles l'action publique peut s'appuyer, peut se fonder. Et partant, éclairer l'agir collectif, prendre des décisions éclairées dans l'édification du bien commun, parce que c'est ça la finalité, l'édification du bien commun. Plutôt que de tâtonner, désormais, on veut s'y référer aux données probantes pour éviter ces cheminements par essai-erreur qui, au finish, ne produisent pas de résultats durables. En parrainant le vernissage de cet ouvrage, pensez-vous que le VPM a démontré une façon de se dépasser pour donner à l'action publique une sorte de boussole scientifique, question de se remettre en cause pour ne pas rester dans les tares du passé? Oui, absolument. Absolument. Et c'est tout à son honneur. Je pense que les mérites reviennent à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique. Vous parlez des déclics. Les déclics est parti de cette séance de travail qu'on a eue au cours de laquelle... En décembre le 30 décembre 2024, au cours de laquelle il nous a donné ses orientations. Il nous a même fixé cette ligne, je l'ai rappelé, de la réforme de l'ENA pour réformer l'État. Et au cours de cette séance, il avait expressément demandé que cette revue soit mise en place. C'est chose faite aujourd'hui, c'est à mettre à l'actif de son bilan, à la tête du ministère de la Fonction publique. Oui, ça marque un dépassement. Ce n'est pas évident. On n'a pas toujours comme politique ces reculs, cette capacité de remise en cause. Et cette capacité à écouter les scientifiques, à écouter ce que disent les données. Bien souvent, quand on est dans le feu de l'action, on est porté par un sens de l'urgence, parfois aussi par le retour, j'allais dire retour client, mais le retour de la population, comment ce sera perçu. On oublie parfois le long terme. Alors que ce qui fait qu'un homme politique devient un homme d'État et reste dans l'histoire, c'est sa capacité à miser sur le long terme, à poser les actions qui vont survivre à son passage à la tête du portefeuille qui est le sien. Et je pense que l'autorité a démontré ses dépassements. Cette revue va survivre à son passage à la tête de ces grands ministères, mais surtout, et c'est le plus important, choisir de se fonder sur la science, sur la réflexion avant d'agir, sans tenir compte nécessairement sans être dans un agenda populiste. Il faut un dépassement. En politique, les mandats sont parfois courts. On veut se démarquer par ce qui frappe à l'œil. On n'est pas dans le long terme. Et ça, là, il s'est inscrit dans le long terme. Et c'est à souligner et c'est à féliciter. C'est à souligner et c'est à féliciter. Mais pourquoi la revue est bilingue? Nous sommes dans un pays francophone, mais où la revue Inflexion est rédigée en français, mais aussi en anglais. Pourquoi? Parce que les bonnes idées n'ont pas de langue. Les bonnes idées peuvent être émises en français, peuvent être émises en anglais, et dans d'autres langues aussi. La langue de la recherche par excellence aujourd'hui dans le monde, c'est l'anglais. La revue s'est vue une revue à portée internationale. Il fallait cette ouverture.
les manuscrits peuvent être soumis en français. Lorsqu'ils sont soumis en français, un résumé en français et en anglais. Ils peuvent être soumis en anglais. Lorsque c'est le cas, et un résumé en français et en anglais. On donne une chance aux bonnes idées de nous atteindre, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont produites. C'est tout le sens de ce choix qu'on a fait, mais aussi, si on veut que ça rayonne vraiment, si on veut que la revue demain attire de gros calibres dans la réflexion concernant la réforme de l'État, concernant la gouvernance publique dans le monde, il faut leur donner la possibilité. On ne va pas leur dire à des personnes à travers le monde qui voudraient bien contribuer, qui voudraient bien réfléchir sur le Congo, réfléchir sur l'Afrique. On ne va pas leur dire votre langue, l'anglais, on ne prend pas. Donc c'est pour marquer cette ouverture à l'universel, parce que les bonnes idées sont universelles. C'est une façon de répondre au rendez-vous du donner et du recevoir. Oui. Le monde doit comprendre que la RDC, ce n'est pas seulement la faune et le flore, mais c'est aussi l'intelligentsia qui Absolument. réfléchit, qui apporte sur la place internationale sa contribution. C'est-à-dire que cette inflexion donne une ouverture à la place internationale sur le plan scientifique Absolument. à la RDC. Absolument, absolument. D'abord, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas la seule revue scientifique publiée au pays. C'est une revue parmi d'autres, mais elle est ambitieuse. C'est peut-être une première revue qui se consacre vraiment à la gouvernance publique et qui est produite, on va dire plus ou moins par l'État, l'ENA étant le prolongement, comme établissement public, les prolongements de l'État. Oui, de ces points de vue, oui, ça émet un son de cloche différent, nouveau, pour dire que nous ne faisons pas que gober tous les savoirs qui viennent d'autres pays, que nous sommes capables, nous aussi, de penser notre propre développement, de penser notre propre structuration de l'État, et avant d'agir et d'inspirer d'autres pays. Et d'ailleurs, parlant d'inspirer d'autres pays, je pense que c'est déjà le cas. Les réformes qui sont engagées au niveau par le VPM, ministre de la fonction publique, les réformes qui sont engagées inspirent. Et je sais qu'il reçoit des invitations à travers le monde pour partager cette expérience. Demain, on fera la même chose à travers la revue Inflexion. Après avoir pensé suffisamment notre société, on devrait être en mesure d'inspirer les autres à copier ce qui est bien fait chez nous. Volume 1, à quand volume 2? Le volume 2, ce sera en décembre. C'est 2 numéros par année. Un numéro en juillet. Donc c'est le numéro dont le vernissage a été organisé hier, c'est le numéro de juillet, et le deuxième en décembre. Et avec le même rédacteur ou on devra changer? Alors, l'appel à contribution a été fait. Nous avons fait la même chose pour le premier numéro. Quand on annonce le numéro, on fait un appel à contribution. Et les auteurs envoient leurs manuscrits. Pour ces premiers numéros, on avait reçu 46 manuscrits. 46 manuscrits. 46 manuscrits. Finalement, le processus de sélection, de relecture a été tellement rigoureux que seulement 8 ont été retenus et publiés pour ces premiers numéros. Là, l'appel à contribution est de nouveau ouvert. Sur le site web de la revue, www.inflexion.cd. Ouais. On peut aussi envoyer à l'adresse email qui a été utilisée pour le premier numéro, inflexion@ena.cd. On reçoit déjà des propositions d'articles pour ces prochains numéros. Il n'y a pas des domaines privilégiés. Tous les domaines sont concernés par les analyses qui peuvent être proposées par les rédacteurs. Oui, c'est bien cela. C'est une revue
qui est consacré à la gouvernance publique, à la réforme de l'État. Tous les sujets, que ce soit dans le domaine de l'économie, du droit, des sciences politiques, de l'environnement et tant d'autres qui convergent vers cet objectif du renforcement de la gouvernance publique, de l'amélioration de l'efficacité de l'État, peuvent être soumis et examinés par notre conseil scientifique. En définitive, c'est le conseil scientifique, ce n'est même pas le directeur général de l'ENA, c'est le conseil scientifique qui décide si un article s'inscrit dans le cadre de notre charte éditoriale ou pas, et s'il satisfait aux exigences pour être publié au sein d'une revue à portée internationale ou pas. Alors, nous allons cette fois-ci poser cette question parce que dernièrement, nous vous avons vu en séance de travail aux côtés du VPM Jean-Pierre Liaou, le VPM en charge de la fonction publique, le responsable des ressources humaines de l'État. Au centre, c'était la formation continue des fonctionnaires de l'État. Donc, nous comprenons que le VPM voudrait bien niveler vers le haut les fonctionnaires pour que demain, ces fonctionnaires soient à même de comprendre, d'être à la hauteur de ce que vous publiez et de ce que vous donnez comme matière grise, puis contribuer efficacement à la modernisation et au redressement de l'administration publique congolaise. C'est ça? Absolument. C'est plus profond que ça. Là aussi, c'est une réforme courageuse. Il était temps. Il était temps que des réflexions soient lancées sur la formation continue au profit de tous les agents de carrière des services publics de l'État. Jusque-là, l'ENA a recruté et formé 743 hauts fonctionnaires qu'on appelle les NARC. C'est un processus de formation très exigeant, un processus de recrutement le rigoureux. pays est très grand. Le pays est très grand. C'est des hauts fonctionnaires, ils ont la capacité de concevoir des politiques publiques, de les mettre en œuvre, d'en assurer le suivi et l'évaluation. Cette mission a été remplie de façon satisfaisante. Et c'est une très bonne chose. J'ai toujours salué le travail abattu par mes prédécesseurs dans la formation de ces différentes promotions. Maintenant, il était temps d'arrêter de donner l'impression que l'ENA ne concerne pas les autres fonctionnaires. Non, l'ENA concerne toute l'administration publique. Tous les fonctionnaires sont concernés. On a 2 itinéraires de formation. Et la formation initiale, c'est pour le volet rajeunissement de l'administration publique, mais recrutement de jeunes de moins de 35 ans. 35 ans au plus, leur formation. Mais l'autre itinéraire, c'est la formation continue. Jusque-là, on avait très peu mis l'accent sur la formation continue. Le VPM, ministre de la fonction publique, a dit il est temps de mettre l'accent qu'il faut sur la formation. Ils sont environ 400 000, les agents de carrière des services publics de l'État, nombreux, commencent et terminent leur carrière sans bénéficier de la formation continue qui est par ailleurs un droit reconnu aux fonctionnaires de l'État. C'est l'article 90 du statut des agents de carrière des services publics de l'État. Et la réflexion précisément consistait à dire il faut un plan général de la formation continue destiné à tous les agents de carrière. On va le former tous sur un cycle qu'on va convenir, peut-être sur 10 ans, pour former tous les 400 000. Après, commencer une deuxième formation, ainsi de suite. Il y aura aussi une plateforme d'apprentissage en ligne. Ça pourrait permettre de réduire ces cycles de formation. Donc, il faut un plan général de formation continue. C'était la première réflexion émise par l'autorité. D'ailleurs, dans ces cadres-là, il a porté l'année dernière la proposition d'un décret qui a été signé en février 2024 sur la formation professionnelle. Ensuite, comment on finance ça?
parce qu'il faut que ce soit financé. L'itinéraire formation initiale est financé par le gouvernement. Il faut que l'itinéraire formation continue, qui s'adresse à tous les agents, soit également financé. Et c'est les réflexions qui ont commencé. Il a reçu l'intersyndicale. Nous avons été associés à cette séance de travail pour annoncer sa détermination de mobiliser les ressources nécessaires afin de commencer la mise en œuvre de ces plans généraux de la formation continue pour relever les niveaux de l'administration publique. Et je vous disais tout à l'heure que c'est beaucoup plus profond parce que si on veut une administration publique efficace, au rendez-vous du rendement et des résultats pour le reprendre, il faut former. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on va rester un peu dans les déclarations, dans le slogan. Et là, je pense que l'autorité a fait preuve d'un grand courage de réforme pour dire, là, il faut qu'on se regarde en face, qu'on admette que notre personnel administratif doit être renforcé en capacité, doit être capacité. Et c'est ce que nous allons commencer. Le processus est lancé. De fonds seront mobilisés certainement. On connaît sa capacité à obtenir le résultat. Nous l'accompagnons dans ce sens-là. Et quand les fonds sont mobilisés, les activités de formation vont commencer au profit de fonctionnaires de partout à travers le territoire national. On ira partout en équipe mobile. En attendant, les extensions de l'ENA en province, c'est également un projet. En attendant, on va aller partout. On ira à Bassoko, à Vivi, à Mbojimaï pour aller former et relever à Luisa et relever les niveaux de ceux qui ont la charge l'édification du bien commun. Monsieur le DG, nous allons terminer par cette question. Le rajeunissement, vous l'avez épinglé, mais il y a ceux qui se posent des questions sur les conditions d'être admis comme candidat à l'ENA. Qu'est-ce qu'il faut? Les conditions sont légales et réglementaires. C'est la loi 16013, le statut des agents des carrières des services publics de l'État. La première condition, c'est la condition de nationalité. Il faut être de nationalité congolaise. Ça va de soi. La deuxième condition, c'est une condition d'âge. Il faut avoir 35 ans maximum. Moins de 35 ans? 35 ans maximum. Donc l'âge limite, c'est 35 ans. Mais ceux qui ont 25 ans? Bien sûr, ils sont concernés parce que 35 ans, c'est l'âge maximal, c'est l'âge limite. Donc, pas plus de 35 ans. C'est une exigence de la loi. D'ailleurs, le législateur l'a voulu ainsi, parce qu'on parle de rajeunissement. On a limité l'âge de recrutement à 35 ans. Donc, tous ceux qui ont, c'est entre 18 ans et 35 ans. Maintenant, il y a d'autres conditions, cette fois-là des conditions réglementaires concernant le recrutement à l'ENA. C'est les diplômes. Il faut être détenteur d'un diplôme de niveau Bac plus 5 minimum. C'est-à-dire la licence dans l'ancien système, ce qu'on appelait licence, c'était 5 années d'université. Les masters dans le nouveau système, c'est 5 années d'université aussi. Et voilà. Et après, il y a d'autres conditions habituelles, hein, le jouir de la plénitude de ce droit civique. Mais les principales conditions sont celles-là. Monsieur Tombola Mouké, vous êtes le DG de l'ENA. Depuis que vous êtes à la tête de cette institution, on sent un vent nouveau. C'est quoi les secrets? Bon, je pense que l'ENA doit cela au gouvernement, doit ces dynamismes. On ne peut pas prétendre, nous, ENA, former les serviteurs de l'État qui vont transformer l'État et nous-mêmes être dans l'inertie. Pour qu'on soit crédible,
pour que le message, la mission qui est la nôtre de formation soit crédible et qu'on soit cohérent avec nous-mêmes, il faut que l'ENA soit dynamique. Et c'est pour répondre à cet objectif de cohérence que l'ENA fait preuve de ces dynamismes, d'une part. D'autre part, de ces créer, pour revenir à votre question, c'est ce qu'on appelle dans le cadre du système de management de la qualité. Pour votre information, l'ENA est en processus d'implémentation de la norme ISO 9001 relative au système de management de la qualité et va se soumettre à un audit de certification d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de ces systèmes, on parle du cycle PDCA ou la roue des Deming. Ça veut dire qu'une structure efficace, une structure qui se veut performante, une institution qui se veut performante, doit d'abord planifier, c'est les P, agir, donc faire, c'est les D, les D, contrôler, évaluer, c'est les C, et ajuster, c'est les A. C'est ce que nous essayons de faire en début d'année, suivant les orientations du ministre de tutelle. On s'est doté d'un plan stratégique sur 3 ans. Et ces plans stratégiques reprend quelques objectifs stratégiques et quelques actions phares qui sont en train d'être implémentées. Aux côtés de ces plans stratégiques, il y a un programme d'activité qui est une tranche annuelle de ces plans stratégiques qui est triennal, un programme d'activité. Tous ces documents ont été approuvés par les ministres de tutelle. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Parce que le succès, ce n'est pas de planifier. Le succès, c'est aussi dans la capacité à mettre en œuvre. Donc, on a planifié ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Et le secret dans la mise en œuvre, c'est le suivi et évaluation rapproché. C'est ce que nous faisons. On a un comité de direction qui regarde où est-ce que nous en sommes avec les actions planifiées. C'est des documents validés par l'autorité de tutelle, donc il faut le mettre en œuvre. Et ce comité de direction s'est réuni chaque lundi à 7h du matin. Ouais, pour regarder, on a une matrice Excel, tableau des bords sur Excel, on regarde où est-ce que nous en sommes avec chaque action, les actions qui sont arrivées à échéance, les actions qui vont arriver à échéance dans une semaine. Et c'est ce suivi rapproché qui garantit l'atteinte du résultat. Et lorsque un résultat n'est pas atteint à échéance, nous sommes dans les A du cycle PDCA, on ajuste, on replanifie, on examine pourquoi le résultat n'a pas été atteint et on prend des actions pour qu'il soit atteint prochainement. Monsieur le DG, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec cette émission. Nous avons reçu M. Tombola Mouké, DG de l'ENA, École nationale d'administration. Vous avez compris la quintessence de cette émission. Nous sommes revenus sur la mise en place, le vernissage par le VPM Jean-Pierre Liaou de cet ouvrage Inflexion, une revue scientifique pour la République démocratique du Congo, mais aussi le monde. C'est la contribution de la RDC au monde scientifique. Mais vous avez compris la quintessence avec beaucoup d'éclairage. Le DG a démontré l'importance, le pourquoi de cette revue, et c'est à vous de pouvoir, cette fois-ci, vous en approprier. Si vous en avez besoin, écoutez, vous pouvez contacter directement l'ENA et vous serez servi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.